Madame, Messieurs, une fois de plus, bonjour, toutes nos excuses tout à l'heure. On a connu un problème d'électricité comme d'habitude. Ici à Kinshasa, ça arrive. On est habitué. Alors, nous allons reprendre donc cette émission kiosque de ce matin. Je vous l'annonçais au sommaire. Avant la coupure de l'électricité, notre confrère, notre frère, notre ami Serge Kabongo est donc éprouvé. Il vient de perdre son père biologique ce matin depuis la ville de Zongo. Papa Kabongo, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et voilà pourquoi il ne s'est pas présenté ce matin. Nous étions donc obligés de venir à la rescousse en attendant que Serge Gisèle Toko puisse vous tenir peut-être que sauf imprévu demain vendredi. Alors Serge Kabongo qui a perdu son père pourra donc revenir très prochainement. Le programme donc de ses obsèques de son père vous sera communiqué incessamment sur nos antennes. Mais en attendant, Serge est donc chez lui à la maison. Vous pouvez lui rendre visite. Deux invités ce matin pour analyser le sujet paru dans la presse écrite ce matin. Il s'agit donc de notre confrère Serge Seka, coordonnateur du journal de la ville, mais aussi présentateur du magazine Rendez-vous de Quinoa. Je ne sais pas ce qui se diffuse sur Congo Web et Télévision. Serge, bonjour. Bonjour Jean Bédard, bonjour et merci de nous recevoir. Je réitère aussi le condoléance à l'endroit de notre ami Serge Kabongo qui a perdu son papa. Et on reconnaît l'arbre par ses fruits, dit-on. Donc Papa Kabongo a fait du bon boulot et on a la preuve chaque matin sur CCTV. Deuxième invité, Laurent Oyemba, consultant de kiosque. Laurent, bonjour. Bon, bonjour, on est à Kinshasa, habitué un peu au scénario quotidien. Le courant est un grand visiteur. On ne sait rien faire sans courant. C'est même parfois avec beaucoup de peine quand on dit la machine à voter dans un pays comme ça. Vous vous imaginez, vous êtes dans un bureau de vote et le courant part. On dit la machine à voter, qu'est-ce qu'on fait? On a 10 millions d'ondulaires, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ce qui est plus important ici, c'est que nous présentons sincèrement nos condoléances à notre ami, comme nous l'avons dit, Serge Kabongo, qui a perdu son père. Je vous ai dit que c'est avec beaucoup de peine que j'ai fait l'émission. Quand un papa a fait du travail comme celui que nous voyons au travers l'éducation de Serge Kabongo, à travers sa formation, eh bien, c'est tellement regrettable que nous ne pouvons rien faire. Nous constatons devant les puissances de l'humanité que la nature en a décidé autrement, le destin en a décidé ainsi. Nous nous inclinons comme chrétiens. Dieu a donné, il a repris et que son âme repose en paix. Et donc toutes nos condoléances à Serge Kabongo. Nous serons autour de toi, cher ami. Tout à l'heure, nous serons ensemble donc à Kitambo, c'est Serge Kabongo pour le consoler, mais aussi l'équipe de kiosque sous la supervision, l'autorité morale Romain Makonda, le réalisateur Doudou Montiri, les camérawomen Karine Ebebe, Judith Sangaï, mais aussi les caméramens Patrick, l'exploitant Eric Moffé et les superviseurs de ce matin, les superviseurs techniques Alec Kabongo, souhaitent donc leurs condoléances les plus attestées à Serge Kabongo à ce moment. Mesdames et messieurs, le papa de Serge Kabongo, c'est notre papa, comme l'a souligné d'ailleurs les amis tout à l'heure. C'est lui qui nous a donc prodigué des conseils quand nous commencions le travail, notamment au niveau de la radio Liberté Ville des Zongo. Il était toujours à nos côtés, il prodiguait des conseils que mes enfants, vous avez de l'avenir, vous devez tenir bon, vous devez marcher correctement dans la vie. Et voilà, qui nous quitte, papa Kabongo, c'est comme ça qu'il s'appelle, fut donc divisionnaire à la mairie de la ville de Zongo. Nous sommes là dans la province du Sud-Ubangui. Une fois de plus, que son âme repose en paix. Alors, nous allons lire les titres des journaux parus ce matin à Kinshasa. D'abord avec Forum des As qui titre à sa une provinciale à peine 2 candidatures dans le BRTC de Gombe, Limité et Kalamou. Il y a les lauréats qui, malgré l'acharnement du premier substitut de la procureure, de condamner Bemba à 5 ans, le chairman du MLC sera éligible à la présidentielle du 23 décembre 2018. La bonne gouvernance, ensemble, FCC, élection, les grands blocs se dessinent. Un autre titre, Elaïs Hebdo, qui titre donc à sa une, RDC, 4 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment. Progrès Hebdo, la MP et l'opposition républicaine remportent la palme. Ce journal revient également sur la tripartite du gouvernement Sensa-Seni qui débute ce 5 juillet. Puis Top Info, le 30 juin, fêté avec pompe chez Mouyège. La prospérité
RDC, Mousito, contre-attaqué, donc il s'exclame, c'est journal. Voilà les quelques titres qui nous intéressent ce matin. Laurent Oyema, on va commencer par la prestation des 4 nouveaux juges, prestation de serment des 4 nouveaux juges devant le chef de l'État. C'était donc lors du congrès qui s'est tenu hier, mercredi 4 juillet 2018 au Palais du Peuple. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce nouveau juge? Je vous remercie énormément. Je disais que nous sommes habitués aux festivités dans ces pays, des festivités parfois qui sont décolorées de toute la perspicacité qu'on puisse y accorder. Mais bon, on a vu, les juges ont prêté serment, je le disais, et je dois saluer le travail de Jean-Louis Isambo, Banyakou et Vundawi, le travail qu'ils ont pu faire à la Cour constitutionnelle. Dans ces pays, on a toujours crié justement à l'absence des hommes d'État, à l'absence de gens qui peuvent faire quelque chose pour la République, autant que les juges kenyans, on a vu Jean-Louis Sambo et les autres dire non. Ce n'est pas qu'ils sont contre le pouvoir ou contre le président Kabila, mais ils se sont dit qu'il faut à un moment donné sauver la République. Et ça va rester dans le mémoire qu'on a des Congolais qui ont fait ça. Mais bon, parce que vous parlez de la justice constitutionnelle et de la prestation de serment, il y a des faits qui appellent à débat dans cette prestation de serment. La première chose, nous avons constaté que les 3 juges sont partis. Moi, je l'ai dit, que la loi relative à la cessation de fonctions à la Cour constitutionnelle donne les méandres. Et la loi dit, les 30 jours, au 30e jour après la prestation de serment, les juges constitutionnels devaient faire le tirage au sort pour qu'on identifie le 3 qui devait faire 3 ans, les 3 autres qui devaient faire 6 ans et les 3 derniers qui devaient faire 9 ans. Ça n'a pas été fait. On s'est réfugié derrière la mort et la démission de Jean-Louis Sambo et de Kalonga et de Banyakou pour aujourd'hui nommer les juges en violation de la loi. Deuxième chose, parce que Vunda le dérange à la Cour et qu'on ne peut pas en sortir 4, on a envoyé Vunda au Conseil d'État. Et la loi veut qu'à ce niveau-là, on envoie un magistrat de carrière. Le professeur Vundawe, dont la perspicacité intellectuelle administrativiste de son État n'est plus à démontrer, mais on aurait dû le laisser à la Cour. On l'a uniquement parce qu'il dérange envoyé au Conseil d'État. Maintenant, j'arrive au niveau... Vous le dites, hein? Apparemment, lui-même ne s'est pas prononcé là-dessus. Non, je le dis pas que je suis votre analyste, je suis votre expert. On arrive maintenant au niveau de la Cour comme telle. Aujourd'hui, il y a un malaise. Le malaise se situe à quel niveau? Les 3 juges qui sont sortis de la Cour constitutionnelle n'ont plus d'émolument. Et regarde la conséquence. Et à ce niveau-là, je commence par l'interpellation que j'ai faite au chef de l'État. Vous êtes le chef de l'État, vous responsabilisez les gens, vous ne pouvez pas accepter que la Constitution, que les lois de la République ne soient pas respectées et qu'elles soient violées tous les jours. Tenez. Si vous regardez le président de la Cour constitutionnelle, il est au même moment le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, en quelque sorte, la Cour constitutionnelle étant les gardiens de la Constitution, la personne de Luamba ou la personne du président de la Cour constitutionnelle doit être en fait la personne la plus méticuleuse possible dans le respect des textes. Si vous lisez l'article 26 de la loi organique, alinéa 1er, cet article, par rapport à la Cour constitutionnelle, donne à tout juge ou donne les contenus sur ce qui est un juge constitutionnel. Si vous lisez l'article 9 du statut particulier de la Cour constitutionnelle, c'est l'article 9 donne les 3 possibilités pour que le juge constitutionnel termine son mandat, soit par arriver à terme de son mandat, soit par démission, soit par décès. Si vous lisez l'article 15 du statut, l'article 15 dit 2 ans après la cessation de fonction, quels que soient les modes de cessation de ces fonctions, décès, mort ou démission, le juge constitutionnel a droit aux mêmes avantages. Et regardez l'explication constitutionnaliste de l'article 15. C'est que l'article 31 et 32 de la même loi, il y a des avantages qu'il perd. Ça signifie que vous avez été juge constitutionnel, vous perdez les avantages du fait d'avoir gardé les mêmes émoluments et les mêmes avantages. Notamment, on ne peut pas vous nommer ministre. On ne peut pas, et la loi, je ne sais pas tout dire ici, la loi énumère justement les fonctions auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès du fait des avantages que vous gagnez les 2 ans. Et à la fin, nous avons constaté
que les juges démissionnaires Esambo et Banyakou, aussitôt qu'ils ont déposé, le président de la Cour constitutionnelle a écrit aux institutions de la République, dont le ministère du Budget, pour qu'on puisse bloquer leurs salaires. Dans quelle philosophie vous mettez les juges qui sont restés? Ça veut dire que c'est en fait une cour alignée. Mais quelle est la raison évoquée dans cette lettre écrite ou envoyée par le président de la Cour constitutionnelle? On bloque, alors la raison c'est laquelle? Non, lui il interprète à sa manière. Sachant bien qu'il y a des discussions. Il interprète à sa manière l'article 32 de la loi organique par rapport justement au juge constitutionnel. C'est comme pour dire qu'en réalité, nous interpellons le chef de l'État. Quelqu'un qui a occupé des fonctions au niveau le plus élevé de la République ne peut pas subir ce traitement-là. Et surtout quand vous êtes les gardiens de la Constitution, si vous n'êtes pas respectueux du texte, alors c'est la mort de l'État, et même par rapport à la communauté internationale, par rapport à notre Cour constitutionnelle, par rapport à l'histoire politique de notre pays, il n'y a aucun respect qu'on puisse accorder à la République du fait de l'inobservance des normes et des lois de la République. Serge, ces cas, que peut-on attendre de ces 4 juges constitutionnels qui viennent d'arriver? Ils sont pratiquement arrivés, ils ont été pour la plupart désignés par les politiques, notamment les Sénats, notamment l'Assemblée nationale. C'est le cas par exemple de Bokona, désigné par l'Assemblée nationale, à ses députés, Mungulu, sénateur, ancien sénateur, donc voilà. Alors qu'est-ce que l'opinion peut attendre de ces juges qui viennent d'être désignés aussi dans un contexte assez particulier où il n'y a pas assez de confiance en l'institution Cour constitutionnelle? Merci Jean Médard pour la parole accordée. Je vais essayer d'apporter un autre niveau de réflexion en dehors de l'aspect juridique développé par mon ami Onyema. Et je pense que ça c'est une première expérience qu'on est en train d'essayer en République démocratique du Congo, essayer d'organiser la justice de la manière dont on parle là. Et il vous souviendra que la cohésion n'était pas les maîtres mots dans la façon de travailler dans cette équipe qui vient de sortir avec le Esambo, Banyakou et tous les autres, et Vundawe. Vous souviendra que quand il était question de se prononcer sur le mandat de chef de l'État, donc le quorum n'était pas atteint parce que certains juges avaient jugé que c'était pas constitutionnel. Ainsi. Donc il y avait une forme de malaise, mais que moi je mettrais, c'est pas un regard de juriste, mais je mettrais dans le sac des SRR. Donc à un certain moment, nous devons essayer d'évoluer. Emmanuel Kant disait que l'homme, la vie, c'est comme un bois qu'on tire d'un arbre sinué, un arbre qui est sinué, mais dont, par la magie de l'artiste, on essaie d'en tirer des bois bien droits. Donc, à un certain moment, nous avons besoin d'avoir des gages, de manière à ce que tous les instruments, tous les indicateurs soient au beau fixe pour nous permettre de comprendre de nous rassurer que les élections sont pointent à l'horizon, et parmi les instruments, parmi ces indicateurs, nous devons avoir une cour constitutionnelle normalement constituée. Il y avait un juge qui était décédé, il y avait d'autres qui étaient en désaccord total avec le président. Je ne pose pas un jugement des valeurs par rapport à ce qui s'est passé là, mais je me dis, mais la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la décision de la CENI, notamment ce qui concerne la présidentielle de la République démocratique du Congo, devait fonctionner normalement. Maintenant qu'il y ait de problèmes, parce que vous avez même épinglé le mode de formation, de nomination de la Cour constitutionnelle, mais c'est écrit. C'est écrit, il y a des institutions qui étaient censées présenter des noms. Et puis, en ce qui concerne le problème soulevé par Onyemba tout à l'heure, mais je pense qu'on ne doit pas en faire un sujet métaphysique, un sujet occulte. Si ces messieurs-là seront obligés pendant X temps à ne pas travailler, à mettre en exergue une certaine forme de leur liberté, la République aura le devoir de s'occuper de la manière dont aujourd'hui il y a la loi sur
le statut des anciens présidents de la République. Mais dans la proposition, on avait même demandé qu'on insère les chefs de corps. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, les gens qui ont occupé des postes, j'essaie de rentrer dans l'esprit de ceux qui ont proposé la première mouture de la loi. Les gens qui ont travaillé à un certain moment devraient être protégés. Protéger, ce n'est pas seulement avec les militaires, mais être mis à l'abri de besoins pour ne pas demain trahir et faire l'objet de trahison et autres. Au-delà de tout, il y a des problèmes de crédibilité de ces juges qui sont désignés, qui sont censés donc demain dire les droits pour l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple congolais, quand on sait que certains d'entre eux ont été cités dans beaucoup de cours, beaucoup de dossiers peut-être sales, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat. Mongoulou par exemple, c'est un ancien sénateur élu sur la liste MLC, mais qui se retrouve aujourd'hui proche de Léon King Wadondo dans le parti politique IFC. C'est quelqu'un qui n'a pas tenu parole dans ce parti. Il y a les Bokora et les autres. Est-ce que, je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que le peuple peut attendre de ces nouveaux juges? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle? Si on veut imposer cette lecture, qui restera? Qui allons-nous retenir? Pas seulement en ce qui concerne le juge, mais en ce qui concerne le politique, le militaire, les avocats, les journalistes. Qui va rester là? Qui peut nous garantir que tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est neutre, ça vient justement de nous? Non, je pense qu'on doit donner une chance à la République. Nous devons aimer le Congo, faire en sorte que le chose marche. Les 4 qu'on a mis là, ce sont des professeurs d'université, je vous rappelle. Ce sont des spécialistes de droit. Si à un certain moment on peut... Au Congo-Kinshasa, les professeurs sont parfois parmi ceux qui... Oui, je sais, je suis d'accord avec vous, cher ami, avec cette course... Il ne suffit pas d'être professeur d'université. Course au doctorat, même en dehors des délais. Aujourd'hui, il y a des universités supposées sérieuses qui nous donnent c'est malheureux. Mais je pense que les 4 qui sont nommés là ne rentrent pas dans ces cas de figure. Alors nous devons respecter la probité intellectuelle de ces messieurs, mais faire en sorte, fort de l'expérience passée, mettre des garde-fous pour que nous n'allions pas aux élections avec une structure qui va être elle-même cause de problèmes, cause de discussions. Je pense que on doit faire un effort de regarder les choses positivement et d'avancer, de tirer des leçons du passé et d'avancer. Laurent, nous devons finir avec ce sujet, mais que faire pour que le peuple puisse avoir confiance à ces nouveaux juges quand on sait que le départ est déjà biaisé? La désignation pose problème, on n'a pas pu respecter, comme vous le disiez tout à l'heure, le mot de désignation, tout ça. Alors, qu'est-ce que le peuple doit maintenant faire? Qu'est-ce que ces juges-là doivent faire? Bon, cher ami, je suis scandalisé, complètement scandalisé par l'orientation de la réflexion de mon ami Sika, du reste pour qui j'ai de la considération, mais c'est complètement déboussolé ce soir, parce que si nous n'évoquons pas à ce niveau-là, les débats sur les valeurs, et que je dis, si nous évoquons les valeurs, qui va rester? Alors c'est la mort. Si Serge, pour qui j'avais de la considération, depuis juste avant cette émission, c'est une analyse. Au moment où nous disons qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y faut des valeurs morales, éthiques et intellectuelles. Serge veut dire qu'on ne peut pas, on doit omettre, en quelque sorte indirectement, on doit omettre les valeurs, parce que si on évoque les valeurs, tout le monde va y aller, c'est scandaleux. Je vous donne l'explication constitutionnaliste. À quelques secondes. Est-ce que vous connaissez pourquoi le juge constitutionnel, au lieu d'être 15, il a été décidé qu'il soit à 9. Aujourd'hui, cher ami Serge, si vous regardez la composition de la Cour constitutionnelle, c'est une cour monophasée, c'est une cour monoprovinciale. Ça veut dire? Ça veut dire que c'est une cour dont une certaine... j'ai un problème de son, ça va? Ça veut dire que c'est une cour, aujourd'hui, qui est complètement endoctrinée par une province. La personne du président est de quelle province? Le juge Koulou Kilolo, dont le niveau intellectuel n'est pas contesté, mais est de la même province que le président. Madame Banzé et tous les autres. C'est comme pour vous dire qu'il y a une propension d'une province, attention, la question de la géopolitique et du partage équitable des responsabilités est réglée par ça. Deuxième chose. Est-ce que c'est mentionné dans la loi? Je dis la loi. Oui. Quand je vous dis ça, ok, je ne suis pas en train de faire de la spéculation.
tenez que je vous dis des choses qui sont dans la loi, autant que j'ai supposé donner toutes les dispositions ici, ce sont des dispositions qui sont dans la loi. Je parle de la loi organique, je parle de la loi du statut particulier, ok, du juge constitutionnel. Parce que vous voulez que je vous parle de l'éthique, j'ai énuméré ici le fait que, à la Cour constitutionnelle, l'organe de décision, c'est la plénière. Et au moment où les 3 juges démissionnent, deux démissionnent et il y a un juge qui est mort, la Cour n'a pas le quorum pour prendre la décision. Maintenant, je pose la question technique au président Luamba, qui nous montre quel a été l'organe compétent qui a décidé justement de non-paiement des émoluments de ses confrères. 1. 2. Chers amis, on ne peut pas avoir une cour constitutionnelle et ne pas trouver un constitutionnaliste de renom. Moi, quand je suis scientifique, eh bien, mon cher ami Médard, je néglige d'autres aspects parce que je suppose que la perspicacité scientifique est au-dessus des élucubrations politiciennes. Comment vous pouvez constituer, excusez-moi de vous citer des noms, comment vous pouvez constituer une cour constitutionnelle dans le contexte congolais? On n'a pas trouvé Bochab, on n'a pas trouvé Kalouba, Mboko, Kamukuni, Esambo, Joli, Mbata, Ngondankoi. Et la liste de mes aînés sont là. Même les professeurs Yougou. J'aurais souhaité qu'à la place de... Attention, le droit n'est pas comme la télé, où un caméraman peut devenir régisseur. Le droit est une vaste forêt. Tout le monde a une spécificité. Et donc, il ne faut pas nous dire que tel est un professeur d'université. Vous pouvez être professeur, même un savant en chimie, mais vous n'allez pas comprendre la théorie de l'interprétation constitutionnelle. Et donc, je termine en disant, Serge, aujourd'hui, c'est une interpellation que je fais au chef de l'État. Donc, il est dit dans la loi qu'il est le garant de la nation. Mais à votre niveau, vous devez toujours, même s'il ne reste plus que vous, pour vendre les valeurs positives, Serge, il ne faut pas dire qu'on ne va plus, on va en mettre les valeurs au profit des positionnements des individus, alors vous me décevez complètement. Laissez-moi. On va prendre les deuxième thème. Justement, je reprends sur mon temps de parole. Laissez-moi rassurer mon ami. Vous allez répondre directement avec la question de la vote de la proposition de loi portant statut de... Tout à fait, je vais enchaîner. Rassurer mon ami Onyemba, je pense qu'il l'a mal entendu. Peut-être qu'il était en train d'écrire ou de penser à autre chose. Je n'ai pas élagué l'aspect éthique. Ok? C'est-à-dire que j'ai cité ici de quoi que nous avons eu, sans être juriste, à constater dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et je dis en substance que nous devons tirer des leçons du passé pour arranger. Parce que nous avons l'obligation d'avancer, même si de manière spirale. Onyemba, regardez-moi. Vous êtes en train d'écrire, après vous allez dire autre chose à mon sujet. C'est-à-dire que, je dis que c'est comme si on essayait de tirer des bois droits, des arbres sinueux. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une métaphore qui voudrait dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctement. Peut-être que je n'utilise pas vos mots, je ne suis pas dans le juridisme, mais je suis en train de poser les problèmes de manière sociologique, du regard, poser un regard de Congolais lambda sur ce qui se passe. Nous allons vers les élections. Nous ne devons pas être là seulement pour sacraliser le problème. Mais si à côté, il y a des voies de solutions. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, Onyemba, a la responsabilité de tirer des leçons. Tous les griefs que vous êtes en train de tirer, parce que vous êtes juriste, parce que vous êtes consultant, spécialiste en droit, je ne le suis pas. Mais la Cour constitutionnelle, quand vous critiquez là les Lomba et consorts, mais sont aussi nourris à la même sève que vous. Ce sont des personnes qui sont censées, je dis par présomption, connaître ce qui... Ça, je reprends le deuxième sujet, deuxième thème. Je suis en train d'atterrir. Je suis censé de connaître comment les choses fonctionnent. Si, dans un cas ou dans un autre, les choses ne se faisaient pas de la manière dont ils se devaient, mais ils ont le droit de tirer, la responsabilité de tirer des conséquences de cette situation. Et le monsieur dont vous êtes en train de plaider les cas, qu'on aurait coupé les salaires parce que moi, je n'ai pas l'information. Mais ce sont des grands messieurs, des professeurs Banyakou, et Sambo et tous les autres, je ne sais pas s'ils sont dans ce cas, mais ils ont le moyen, le droit
de recourir à ce moyen-là pour rentrer dans... Je pense que ça ne peut pas faire l'objet d'une discussion et puis venir ici, autour de la Cour constitutionnelle, discuter au nom par rapport à la tête des personnes. Je pense que c'est un peu réducteur au Nimba. Nous devons partir des principes. Même des gens que vous n'avez pas cités, il y a certains qui sont capables de faire ce travail-là. Le Sénat vient enfin de s'acquitter de son devoir par rapport à cette session extraordinaire, votant la proposition de loi portant statut d'ancien chef d'État élu de la République démocratique du Congo. La proposition a été transmise au niveau de l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. C'est quoi votre lecture justement par rapport à cette loi, à cette proposition de loi qui sera bientôt peut-être votée? Une méta-lecture de ce qui se passe au Sénat. Je pense que, encore une fois, le Sénat nous démontre que c'est une structure qui travaille avec une certaine sérénité. Donc, la proposition qui est venue, la mouture qui était venue, c'est, je le dis tantôt, proposer à ce qu'on puisse accorder des statuts particuliers, pas seulement au chef de l'État, mais aussi au chef des corps, c'est-à-dire les anciens premiers ministres et tous les restes. Et je pense que la réflexion, la lecture, la direction qu'a prise le Sénat est la meilleure, c'est-à-dire que c'est lui qui a été élu au suffrage universel direct, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a été, qui avait reçu la responsabilité de garantir le bon fonctionnement des institutions. Même si on peut en dire des choses, on peut en discuter. Et cette protection-là, encore qu'on devrait nous l'expliquer concrètement, ça va porter sur quoi, qu'est-ce qu'on pourra mettre dedans. Mais on ne peut pas l'étendre, sinon, bon Dieu, on a eu combien de premiers ministres ici, on a eu combien de chefs de sécurité, mais de manière structurelle, de manière officielle, je pense que s'arrêter au chef de l'État serait quelque chose. Mais cela ne signifie pas que, par exemple, tous ceux qui ont été le patron des sécurités, tous ceux qui ont occupé des postes stratégiques puissent délaisser un peu comme on voudrait le faire à nos magistrats qui sont en train de quitter la Cour constitutionnelle. Ces gens-là, à un certain moment, ont incarné la République de par leurs fonctions, pas de par leur personne, de par les fonctions qu'ils ont occupées, et je pense qu'ils devaient bénéficier d'une certaine protection d'une manière ou d'une autre. Laurent Oliamba, vous pensez que cette loi vaut bien son pesant d'or, et surtout avec l'amélioration faite au niveau du Sénat qui a élagué, apprend-on, la protection notamment aux nouveaux autres chefs des corps des institutions. Est-ce que vous pensez que c'est quand même quelque chose qui peut arriver à rassurer le président actuel qui doit quitter définitivement ses fonctions à l'issue des élections du 23 décembre? Bon, moi je suis gêné. Je suis gêné qu'on continue avec des verbes comme assurer. Mais soit on est un État, soit on n'est pas un État. Soit on est dans une démocratie, soit on est dans une démocrature. Soit on est dans une démocratie, soit on est dans une institution ou bien un territoire qui ressemble à un État. Comment rassurer quelqu'un? Ça vient faire quoi rassurer? Vous avez fait votre mandat. D'abord, vous avez eu un bonus avant les élections et vous avez 2 mandats. Vous terminez les 2 mandats, vous avez un premier bonus, deuxième bonus. Et on vous rassure quoi? On vous rassure quelque chose qu'on arrive à faire ce genre de... On vous rassure quoi? Nous allons dénoncer autant que possible toutes ces lois taillées sur mesure. Je le dis ici, que ça ne suffit pas d'être juriste ou bien professeur pour maîtriser toutes les matières. Et ça, c'est des choses qui doivent être retenues comme telles. C'est enseigné de par le monde. Vous dites une loi portant statut des anciens chefs d'État. On y ajoute élus. Ok? C'est des lois taillées sur mesure autant que la loi électorale de 2006. Souvenez-vous, quand nous nous disions que pour être chef de l'État, il faut le minimum, par exemple, d'un diplôme de licence. On nous a brandi l'esquisse, il faut l'expérience de plus ou moins 5 ans. À qui a-t-on fait allusion? Parce que personne ne nous a montré qu'il a brandi un relevé d'expérience de 5 ans. Nous sommes dans un pays où pour travailler, il faut mettre le taux d'un parti politique. Vous n'avez pas vu sur le boulevard ici un agent de l'EGFREM se battre contre un DG. Comme les deux sont du PPRD, personne n'a été révoqué. La politique de l'emploi n'a pas de sens. Si aujourd'hui on fait des lois taillées sur mesure, les chefs de corps, demain on va même commencer à condamner, on va mettre dans la loi les Kimbuta. On va dire non, la loi portant statut d'ancien chef d'État et de gouverneur.
Et donc le Kimbuta là, C'est un progrès, c'est une régression. avec tout ce qu'on reproche à Kimbuta, on peut même glisser même son nom personnellement dans une loi pour qu'il ne soit pas jugé. C'est un progrès ou une régression dans Je vous dis, c'est une régression. C'est une régression. Ça s'appelle tard de légifération. Ça s'appelle sombrer la République. C'est la République de la honte. Parce que si nous étions des grands hommes, nous ne pouvons pas être souverainistes le jour où on nous rappelle des valeurs élémentaires. Donnez à manger à votre peuple. Que les enfants mangent. Que les enfants à l'école primaire ne mangent pas. Nous avons une constitution qui n'est pas horizontalement et verticalement respectée. On a parlé de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et donc, je termine en disant, moi, c'est une loi de trop. C'est une loi inutile. Si ça doit rassurer les uns pour un temps, ça doit rassurer. Mais rassurez-vous que si vous posez des actes délictuels, même s'il y a une loi qui vous protège, mais la loi, on peut toujours, par le même mécanisme parlementaire, la dénouer et ouvrir des poursuites contre les individus. Il semble que l'article... Le plus important, il faut gérer la République dans la droiture, dans la sincérité et dans l'honnêteté. Si vous faites une loi, demain vous n'aurez pas la majorité. Le grand Mobutu, après 32 ans, s'est écoulé comme un monument. Ça peut changer à tout moment. Alors, la disposition, l'article 13 de cette loi, il semble, j'ai dit, parce que je ne l'ai pas lu, mais je fais référence à certains confrères qui l'ont épinglé dans leurs publications, notamment dans les médias en ligne. Cette disposition prévoirait le fait, par exemple, qu'en cas de crime pour un ancien chef d'État, c'est que les juridictions nationales aient la primauté sur la Cour pénale internationale, dans l'exclusivité. Attendez, ça c'est des amateurs. Ça c'est des amateurs qui font de telles réflexions. Je vais vous dire même aujourd'hui, de par notre architecture juridique, c'est une question qui est prise en charge à la faculté par la doctrine. Il y en a qui estiment que les traités encore internationaux sont supérieurs à notre constitution pourvu qu'ils en soient conformes. Mais ce qui est plus important, c'est que on n'a jamais dit que la Cour pénale internationale ou la justice internationale s'est substituée à la justice congolaise. Ce qu'on reproche à la justice congolaise, c'est de ne pas faire le travail sérieusement. Je vous avais dit ici dans le cas de Bemba, on va en parler. Tout à l'heure. Autant nous avons dénoncé le fait que le cas de Bemba avait été plombé du point de vue de l'interprétation que Bemba serait acquitté. Aujourd'hui, je suis à l'aise quand je vois Bemba acquitté. Et donc, celui qui pense que la primauté de la justice congolaise sur la justice internationale est une voie de sortie de l'explication des criminels, il se trompe largement. Dossier subornation des témoins, initialement prévu d'ailleurs pour ce mercredi 4 juillet 2018, le verdict a été donc renvoyé très prochainement. On a suivi alors les échanges des plaidoiries complémentaires des différentes parties. Je vais d'abord lire rapidement ce titre du journal Le Lauréat qui dit « Malgré l'acharnement du premier substitut de la procureure des condamnés Bemba à 5 ans, le chairman du MLC sera éligible à la présidentielle du 23 décembre 2018. Serge, vous avez suivi, est-ce que vous avez suivi l'audience d'hier au niveau de la Cour pénale internationale? Et comment donc, mais laissez-moi glisser un petit mot avant. Il ne faut pas revenir. Je voudrais justement compléter un élément. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un changement, un bouleversement en ce qui concerne les immunités qu'on pourrait accorder, un pays pourrait accorder à ses ressortissants, ses officiels, par rapport à une certaine catégorie d'infractions. Les immunités ne fonctionneraient pas, étant donné que Oniemba l'a dit, par rapport aux accords auxquels nous adhérons, ce que nous signons au niveau international a toujours primauté sur ce que nous avons sur le plan national. Il y a des crimes, des infractions imprescriptibles, c'est-à-dire même après 100 ans, on pourrait vous poursuivre pour autant que vous ayez été soupçonné, parce que ce n'est qu'un tribunal qui peut établir la responsabilité de quelqu'un, un tribunal normalement constitué après un procès normal. Donc, même la loi qu'on va prendre là ne protégerait pas dans le cas où on tomberait dans ce que je suis en train de dire. Le bureau du procureur demande encore l'élargissement de la peine de Jean-Pierre Bemba. Vous savez, Bemba a été condamné au premier degré à 1 an. Et puis le dossier a été même déjà tranché au niveau de la chambre d'appel, renvoyé au niveau de la chambre de première pour Sénat. C'est le bureau du procureur qui répond encore. Il faut revoir la peine à la hausse. C'est un jeu juridique. Le procureur là, aujourd'hui, Bordala, mais chercherait à sauver la face. Parce que le procès Bemba, qui était
disons-le, un procès modèle. Pour une fois, on a pris un haut responsable, on l'a coffré et jugé. Par rapport à tout ce qui se disait là, pour la Cour pénale internationale, pour la communauté internationale, pour les activistes des droits de l'homme, au-delà des faits reprochés à Bemba, c'était un procès modèle. C'est-à-dire c'était une sorte d'épouvantail de montrer à tous ces... Un procès modèle, donc la CPI voulait expérimenter est capable de vous arrêter. Bemba. Et l'acquittement qui arrive 10 ans après qu'on ait produit les mêmes arguments que la défense produisait dès le départ, 10 ans après, c'est comme si on avait changé des oreilles du tribunal et ils ont entendu le même propos d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est vraiment camouflé pour la Cour pénale internationale, c'est un discrédit. Je ne sais pas si cette Cour va survivre. Je ne sais pas si la Cour a joué sa crédibilité sur le procès Bemba. Si, sur le sujet principal, Jean-Pierre Bemba a été acquitté, mais le procès sur subordination des témoins que Bemba aurait corrompu tomberait logiquement. Parce que le principal n'existait pas. On n'a rien constaté. Mais on aurait corrompu le témoin. Supposons que ça soit vrai, mais Bemba a fait 10 ans de prison. Alors, si le maximum qu'il peut avoir, c'est 5 ans, donc automatiquement Bemba aurait déjà fait le double. C'est-à-dire, et serait acquitté et que je pense que pourrait bénéficier de ses droits civiques en tant que citoyen congolais. Je pense. Laurent Oyemba, vous pensez que l'affaire jugée aujourd'hui au niveau de la Chambre de première instance, qui a été renvoyée d'abord pour des points précis, curieusement, on attend ce qu'on a entendu là. Il faut encore élargir selon la demande du bureau de la procureure, mais aussi la défense qui a demandé tout simplement que Bemba soit relaxé parce qu'il a déjà passé plus de temps que la condamnation d'ailleurs initiale dans cette affaire de ENA, de subordination des témoins. Alors, vous pensez que tout ça, est-ce que les nouveaux éléments, parce qu'il faut encore épingler qu'à 48 heures de l'audience d'hier, le bureau du procureur a encore déposé de nouveaux éléments, qui a été d'ailleurs contesté hier par la défense. Est-ce que ces éléments peuvent changer Ta question est très longue. Ce procès n'est pas un procès modèle. Le procès de Jean-Pierre Bemba n'est pas un procès modèle. Pour un technicien que je suis, c'est un procès de la honte. Serge a dit que c'était un procès modèle. Je dis ceci, je me répète. La première fois des juges. Le procès de Jean-Pierre Bemba n'est pas un procès modèle. Quelle que soit la tangente journalistique, juridique, administrative que vous pouvez prendre, même métaphysique, ce n'est pas un procès modèle. C'est un procès de la honte. Le procès omet tous les principes généraux, aussi bien en droit international qu'en droit congolais, d'un bon procès équitable. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour que j'en interprète les méandres de chaque concept. Quels sont les éléments nouveaux qui peuvent changer la décision? J'avais en son temps démontré que je ne peux pas comprendre l'orientation de l'instruction que Bemba ait envoyé des militaires en Centrafrique, encore qu'il a été démontré que, malgré qu'il était en rébellion, il a organisé un semblant de procès sui generis, conformément aux allégations qu'il a obtenues de la Centrafrique. Mais que la Cour n'ait jamais entendu ni Patassé, ni Bozizé. Comment la Cour pouvait être éclairée? Deuxième chose, il a été démontré clairement ici que Moreno a pris de l'argent. Et je suis même rassuré, peut-être que c'est dans la même dynamique, ça serait dans la même dynamique que Ben Souda est venu ici comme un parachevé l'œuvre. Je me pose la question que Ben Souda nous dise. J'ai suivi les chargés de la mobilisation de la CPI à la radio Top Congo ce matin. Il était en train de bégayer complètement. On ne peut pas recruter quelqu'un à ce niveau-là qui n'a pas, je veux dire, la philosophie juridique des choses qu'il allègue. Vous êtes dans un procès principal. Il est acquitté. Mais je peux vous dire que quoique c'est une affaire distincte de la première, mais il y a absolument des éléments de dépendance. C'est parce qu'on lui dit qu'il a suborné les témoins. Mais le même témoin, la finalité de ce procès a été de montrer que Bemba n'était pas responsable. Alors pour quel intérêt en droit pénal Bemba devait corrompre les témoins alors que les faits pour lesquels il a été reproché, il a été acquitté? Ça c'est des sorciers juristes. Parce que c'est la distraction tout simplement. Et donc je le dis que Bemba va être acquitté même dans la deuxième affaire.
Aucun juriste, aucun juge sérieux ne peut les condamner pour avoir obstrué au bon fonctionnement. Ça, c'est des concepts politiquement juridiques. Mais le plus important, c'est que le procès de Bemba est un procès de la honte. J'avais toujours dit, la cour pénale est une cour politiquement ou politique et juridiquement organisée. Aujourd'hui, quand Bemba était parti, on a acclamé ici, ce n'est pas nous, c'est la justice internationale. Mais le jour où la même justice dit non, on a vérifié les faits, la chambre de chute en appel l'a acquitté. Vous avez vu des télévisions qui se réclament des télévisions normales commencer à insulter la cour. Et vous allez voir que la fois prochaine, on va engager le débat sur les retraits du Congo de la cour. Nous n'allons pas nous retirer, nous allons y rester. Tout le monde qui a posé un acte aujourd'hui, organisez-vous, légiférez à votre faveur. Demain, vous allez répondre parce que les gens qui meurent ne sont pas des moutons, ne sont pas des chèvres. Alors, la Cour a conclu hier en disant que sa décision interviendrait dans les délais, donc à temps réel. C'est l'expression qui a été utilisée. Non, c'est une expression consacrée. Ça veut dire quoi? Quand la Cour dit il va s'exprimer dans le délai temps raisonnable, réel, mais... ça veut dire que tout procès, quand un juge, par exemple dans le cas du Congo, un juge prend une affaire en délibéré, les juges doivent rendre la décision à la 8e. C'est ça le délai raisonnable. Et donc attendez-vous à ce qu'un matin, ok, donc à tout moment, mais je souligne pas que j'ai suivi aussi les porte-paroles de la CPI ici, ou bien les sensibilisateurs dire que dans la deuxième affaire de la séparation des témoins, Bemba avait été déjà reconnu inculpé. Attention, on peut être reconnu inculpé, mais que le juge, au regard des éléments qu'on y ajoute tous les jours, peut décider de l'acquitter, comme aussi peut le condamner avec sursis. Et même s'il est condamné à 5 ans tel que l'a requis Ben Souda pour justifier un peu les pots de vin, je m'en doute, c'est sûrement, on va défalquer de 10 ans qu'il a passé en prison. Et donc, les politiciens qui estiment que c'est encore une sorte de ceinture sur laquelle il faut tirer pour maintenir Bemba Laye se trompent largement. Posez la question à vos juristes s'ils sont sérieux. Bensouda avait également enrichi 25 ans dans la première affaire, mais finalement la chambre d'appel ne l'avait pas suivi dans cette affaire. Il ne faut pas non plus l'emploir. Donc c'est son droit. Il ne faut pas non plus l'emploir parce que Bensouda est parti au procès, c'est le procureur et il est parti au procès. Et donc il ne peut que requérir par rapport aux éléments qu'il a, mais la décision revient la décision revient au juge. Voilà, aux 3 juges, cette fois-ci, qui vont décider. Il faut également souligner que Bemba a été déjà acquitté partiellement dans cette deuxième affaire dite de subordination de témoins au niveau de la chambre d'appel. Serge, 10 secondes au clos. Oui, mais quelles leçons tirer de cette aventure juridique s'est fait tomber Bemba? Je dis que le père de l'indépendance, les Nkrumah, les Lumumba et tous les Nyerere se retourneraient dans leur tombe quand on voit que les gens pour qui, les générations pour lesquelles elles se sont battues, soient incapables d'abord de se prendre en charge, même sur le plan juridique, mais prennent un malin plaisir à livrer leurs frères à une justice étrangère. Aujourd'hui, c'est démontré que la CPI, c'est une justice des perdants, une justice qui je ne vais pas emprunter l'expression de Laurent, mais je pense qu'à un certain moment, la CPI s'est discréditée, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai été parmi ceux qui, à ses débuts, avaient fait la promotion de la CPI. Nous sommes adhérés dans cette affaire-là, vu la situation du pays, en espérant qu'une certaine justice pouvait être dite, que le puissant, l'intouchable, une catégorie d'intouchables pouvait être vraiment jugé. Mais là, on a eu, oui, en tant que journaliste, en tant que et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que la CPI va en survivre? J'ai doute fort. Bon, je voulais uniquement faire ma dernière conclusion en disant, cher ami Médard, le problème, ce n'est pas un problème de justice internationale ou un problème de justice interne. Chaque fois que vous avez mal géré, vous devez être comptable, quel qu'en soit l'organe. La justice reste la justice. Regarde pour terminer. Tu vois aujourd'hui tous les débats qui est autour de Jean-Pierre Bemba. C'est parce que seulement on évoque le débat de Bemba est candidat. Alors les gens trouvent l'explication. Autant tu as lu le journal La Prospérité. On dit Mouzito contre-attaqué. Quand tu lis le journal, tu sens qu'on tombe sur Mouzito parce que Mouzito dit que je vais être candidat. Et donc tous les débats, autant qu'on le fait avec Katumbi.
Quand quelqu'un dit je suis candidat, ça dérange. Donc tout le monde a peur qu'il puisse partir et que l'autre vienne. C'est cela l'Afrique, malheureusement. Nous sommes arrivés à la fin de Kiosque de ce matin. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, le présentateur vedette de l'émission, notre confrère, notre frère, jeune frère, Serge Kabongo, est donc éprouvé. Il vient de perdre son papa Kabongo, ce matin depuis la ville de Zongo. Je vous ai dit à l'annonce de l'émission que le programme des obsèques vous sera donc communiqué incessamment, une fois de plus, ensemble avec toute l'équipe de Kiosque, sous la supervision d'ailleurs, bien sûr, de l'autorité morale Romain Makonda, Doudou Montiri, Karine Bébé, Judith Sangayi, Patrick, Eric Moffé, Aleka Bongo et les autres. Nous réitérons encore nos condoléances les plus attristées à notre confrère Serge Kabongo, que nous allons devoir retrouver dans quelques minutes. Au revoir et peut-être demain vous serez accompagné par notre consoeur Gisèle Etoko. Non, nous voulons que ça ne soit pas. Merci. Nous disons que ça soit médaille.